Bonsoir. Depuis quelque temps, le gouvernement et l'opposition congolaise se regardent en chien de faïence. Des querelles, des campagnes de dénigrement, des coups bas jusqu'à la bastonnade, bref, la violence s'installe. Sur CBB World TV, Parlons-en Kin Europe inaugure un nouveau créneau, le débat. L'objectif est de faire triompher la raison grâce à la confrontation des idées. 2 citoyens congolais ont accepté notre invitation pour débattre sur une question, la rébellion dans l'Est. Quelle solution? Oui, Anderson, le sujet est d'une très grande importance qui occupe de conversations, que ce soit au salon, que ce soit dans des bars, que ce soit partout. Et ces conflits de l'Est durent depuis 1996. Et pour en débattre ce soir, nous avons M. Pocho Hubert Balabi, qui est militant au sein du PPRD, le Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, qui est tout juste ici à ma droite. Et à ma gauche, j'ai M. Félix Mbayi Kalombo, qui est résistant au sein du groupe PAC, pour l'amour du Congo. Voilà. Donc, le décor est planté. Donc, je vais juste leur poser une première question. Les deux vont répondre sur la même question, mais je commence par Félix Mbayi. Dites-nous, quelle analyse faites-vous du conflit qui règne à l'est du Congo? Merci beaucoup pour la parole et surtout pour l'invitation. Alors je crois que tout Congolais commence vraiment à beaucoup s'inquiéter par rapport à tout ce qui se passe depuis plus d'une décennie, disons carrément une décennie et demie à l'est de notre pays. Alors ce sont toujours les mêmes méthodes, ce sont les mêmes protagonistes, ce sont les mêmes commanditaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le Rwanda, il y a un laboratoire qui est apprêté et puis qui forme des personnes, des éléments pour venir détruire la stabilité du peuple congolais. Et ça nous choque. Et donc je crois qu'il faudrait que l'on puisse réfléchir sur le moyen d'arrêter ça. D'accord. Et M. Pocho? Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ces débats. En tout cas, je crois qu'il permettra vraiment d'éclairer une partie de l'opinion, si pas toute. C'est vrai. Je rejoins là en tout cas Félix Mbaye pour dire que ici nous sommes devant une guerre de prédation économique, maquillée en conflit ethno-identitaire. Donc, ce qui est profond et ce qui est réel aujourd'hui, c'est que c'est une agression qui est aménagée dès l'extérieur pour piller les Congos et transformer cela ou maquiller cela en conflit ethnique entre deux tribus qui se trouveraient dans le Nord Kivu. Mais pourquoi des rébellions dans l'Est de la République démocratique du Congo? C'est vraiment à succession parce que ça a commencé depuis longtemps. Non, mais je viens de dire que c'est une guerre de prédation économique. Tout le monde sait très bien que depuis qu'on a découvert le coltan dans le Kivu, il y a toujours une forme de rébellion, en tout cas qui s'organise et qui se crée et puis et on connaît maintenant la main qui est derrière cela, c'est le Rwanda. Nous ne pouvons pas nous les cacher. C'est le Rwanda qui continue justement à créer ces rébellions pour se permettre d'aller piller l'est du Congo. Maintenant que je dirais que je peux dire le mal est identifié, qui est le M23. Alors, vous connaissez les M23? Que revendique-t-il, M. Félix Mbaye? Alors, je voudrais déjà rectifier quelque chose parce que je ne pense pas que le M23 représente, ce groupe ne peut pas représenter à lui tout seul, au fait, le problème du Congo. Le M23, c'est l'émanation de tous ces grands complots. Ça revient à dire quoi? D'abord, il faut savoir, il faut se poser la question, c'est quoi ce groupe? C'est M23, donc d'après mes renseignements, c'est le mouvement du 23 mars, hein, je crois.
si on peut les définir comme tels. Donc, c'est une partie du CNDP de Laurent Nkunda Batware, citoyen rwandais, qui en ce moment se trouve au Rwanda, d'ailleurs, en liberté, en train de passer du bon temps au bord du lac Tanganyika. Bon, tant mieux pour lui, mais on va résoudre ça plus tard. Et ce mouvement, malheureusement, donc, a été intégré dans l'armée nationale. Et j'avais suivi un jour M. Kamere, du haut de son perchoir, dire que nous n'avions pas de choix que d'intégrer ce mouvement et son leader au sein de l'armée pour éviter tout conflit armé. Donc voilà comment nous avons nous-mêmes introduit une maladie dans notre armée, une armée qui s'est trouvée déjà être très affaiblie et qui n'a plus de nom que l'armée. Hein. Et donc à partir de là, nous avons tout accepté. Donc ça revient à dire que à chaque fois que nos ennemis voudront, bah, ils vont créer un groupe armé, un mouvement armé, parce qu'ils connaissent la région, parce qu'ils y habitent maintenant, parce qu'ils se sont implantés. Donc ils savent que pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, il faut massacrer quelques Congolais. Au passage, pourquoi pas violer les femmes. Et donc, du coup, on crée une certaine notoriété. Et donc là, on sait qu'on peut faire du chantage. Et face à un gouvernement qui n'a pas utilisé les moyens pour pouvoir créer et se doter une armée digne de ce nom, bah, le Congo sera toujours à genoux si on continue avec le régime qui est actuellement en place. Donc, c'est là où nous, on va essayer de proposer autre chose. Monsieur Belabi, vous connaissez M23, qui revendique-t-il comme... Non, je ne pourrais pas répondre à la place de M23. Je peux vous dire seulement que les Qu'est-ce que c'est les M23 voilà. Oui, les M23, je ne suis pas là en tout cas pour donner la définition qui se font. Je sais seulement que c'est un groupe qui continue en tout cas à pratiquer ou à exiger les revendications qui étaient là. Mais il faut remonter plus loin. Ce groupe M23 ou les CNDP, c'est quoi? Ce sont le groupe armé que le RCD Goma a apporté au Congo avec l'occupation rwandaise. Voilà. Et à un certain moment, bon, ils se sont mutinés et on a essayé de calmer et d'aller vers la paix en disant, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à dilapider les avoirs du pays comme ça, c'est-à-dire verser ça toujours dans la guerre. Nous allons faire la paix de braves. La paix des braves, c'est ce qui était demandé pour qu'il y ait la paix dans ce coin-là. Effectivement, nous savions exactement qui était derrière. Le gouvernement savait exactement qui était derrière le CNDP et le M23. Je vous dis ici, ce n'est pas une révélation. Avant d'arriver à cet accord du mars 2009, le gouvernement a envoyé une délégation à Kigali. Et je vous révèle ici, quand cette délégation est allée à Kigali, elle a dit ceci au président Kagame: nous savons très bien que vous êtes derrière le CNDP, vous voulez attaquer Goma, nous vous disons ceci, c'est très dangereux. Si vous attaquez Goma, nous allons attaquer Gisenyi. C'est à partir de cela que nous avons essayé de conclure une paix des braves avec le Rwanda. Mais je crois que le gouvernement ne s'était pas entouré des précautions politiques. Parce que quand vous faites une paix avec un pays qui vous a déjà occupé plus avant, il fallait en tout cas y songer. Et nous avons constaté que nous, on voulait faire une paix des braves avec Kagame, et Kagame n'a pas compris cela, et il a continué à toujours tirer, en tout cas, des ficelles derrière pour organiser des rébellions chez nous. C'était une naïveté quand même de la part du gouvernement, parce qu'il savait quand même ce qu'il y avait derrière. Non, c'était pas une naïveté. De toute façon, on fait la paix avec l'ennemi. On ne peut pas faire la paix avec son ami. On fait la paix avec l'ennemi. Mais nous avons cru, nous en tout cas, en faisant cette paix avec le Rwanda, que nous étions en face en tout cas, d'un pays qui était tout à fait honnête. Non, je vous rappelle, le peuple congolais ne peut être pris en témoin. Kagame est venu à la fête du cinquantenaire. Il a été applaudi par le peuple congolais. Parce que le peuple congolais a pensé que ces gestes, ces déplacements de Kagame étaient un gage de paix. C'était une symbolique d'attente. Mais le peuple congolais et le gouvernement constatent aujourd'hui que Kagame, avec son clip, n'ont pas été sincères avec nous. Donc le Congo a été floué, simplement. Oui, on peut tirer les conclusions qu'on tire, ben évidemment, mais ça, il faut dire peut-être aussi aux Rwandais qu'ils n'ont pas respecté en tout cas leurs paroles.
Vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet? Oui, je voudrais rebondir en fait sur deux questions. Tout d'abord, j'entends mon aîné dire que ils ont menacé Kagame d'attaquer Gisenyi, mais je veux savoir avec qui et avec quelle armée. Est-ce que Kagame a peur des éléments congolais? Donc ça, c'est une grande question. Donc je crois que le mal est profond, la première question. Deuxième question, Kagame applaudit à Kinshasa. Bon, il faut que je voie des images pour un peu comprendre tout ça. Mais là où je trouve qu'il y a eu quand même soit une certaine naïveté, ou soit peut-être que c'est le plan du régime actuel, c'est d'obéir à Kagame. Il faut savoir que ce monsieur a fait attendre le roi des Belges, tant mieux, hein, parce qu'il ne représente pas grand-chose pour moi. Il est venu 1 heure après tout le monde, à Kinshasa pour le cinquantenaire. On se posait la question, mais que venait faire notre agresseur à Kinshasa? En ce moment qu'on avait posé cette question, tout le monde nous disait, vous êtes fous, mais c'est notre ami. Aujourd'hui, on nous rejoint. Et je me demande pourquoi le régime en place à Kinshasa met du temps à réagir et à nous rejoindre. Ils nous ont toujours rejoints. Donc le mieux à faire, c'est de venir vers nous pour qu'on en discute, parce qu'apparemment, on a de l'avance par rapport vous à ça. Qui, quand vous dites vous? Mais nous autres, les résistants, nous sommes résistants. Et les résistants, c'est qui? C'est la personne qui refuse l'ordre établi parce qu'il considère que c'est un ordre injuste. Et nous disons tout simplement que le Congo vit sous occupation. Et nous l'avons dit depuis 15 ans. Nous le dirons encore et encore. Quand on vit sous occupation, on résiste, on se bat. On ne peut pas passer d'accord en accord. Il nous faudrait nous doter d'une armée, une vraie armée, pour aller finalement fracasser les reins de tous ces petits pays, une bonne fois pour toutes. Félix, ça, on en parlera en fait pour chercher des solutions, que vous allez faire des propositions de solutions par rapport à ces rébellions à répétition. Mais nous voulons également savoir, certainement, vous savez un peu, est-ce que vous connaissez un peu les moyens que ces rébellions ont? Elles sont tenues par qui? Elles sont financées par qui? Lorsqu'on veut abattre un serpent, on vise la tête. La résistance congolaise estime que nous devons pouvoir nommer ceux qui nous détruisent au Congo. Pourquoi discuter avec les vassaux si on peut parler avec le maître directement? Le problème du Congo, c'est qui? Ce sont les maîtres américains. Ces gens qui se sont autoproclamés propriétaires du monde. Ce sont eux qui nous créent tous ces problèmes. Et très souvent appuyés par la France et la Belgique. Ce n'est pas anodin si monsieur le président normal, en guillemets, français, va à Kinshasa pour un soi-disant sommet de la francophonie. Il faut savoir lire tout ça quand on est dans la politique politicienne et quand on est citoyen méprisé et maltraité comme les Congolais. Ça veut dire que nous maintenant, nous devons nous en prendre clairement aux Américains et nous savons comment les atteindre parce qu'on sait discuter avec leurs électeurs. D'ailleurs, ils vont vers les élections. On aurait pu avoir un vrai lobby et peser déjà sur ces élections. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses qui ne vont pas être dites ici. Mais il faut toucher ces gens-là et puis leur démontrer que, bon voilà, il faut laisser le Congo en paix. Malheureusement, je trouve regrettable que le Rwanda, un tout petit pays, ait pu avoir un poids diplomatique plus que le Congo. Que font les politiciens congolais si ce n'est de se partager de l'argent? Voilà. Et c'est la question même, vous m'entendez la perche là, donc Monsieur Belabi, vous représentez le PPRD. Alors, est-ce que le gouvernement congolais est-il responsable de quelque chose sur le conflit à l'Est? Dès le moment où il y a crise, il faut toujours mener une réflexion personnelle. C'est-à-dire, même si la poisse vous arrive, vous pouvez dire peut-être c'est la poisse, vous devez analyser pour dire, écoute, peut-être aussi j'ai une part de responsabilité. C'est vrai, je l'ai dit. Est-ce que le gouvernement s'était entouré des précautions politiques suffisantes pour éviter ces nouveaux clashs? La question reste posée. Mais seulement, je vous dis, si vous avez suivi les événements, la mutinerie n'a pas commencé au nord Kivu, ça a commencé dans le sud Kivu. Sans la bravoure de notre armée, en tout cas, cette nouvelle rébellion aurait embrasé tous les Kivu, c'est-à-dire le nord et le sud. Mais notre armée, en tout cas, avec le courage du chef d'état-major Etumba, du général Etumba, a pu en tout cas mater vite la rébellion dans le sud Kivu. Et si vous poussez l'analyse, aujourd'hui où se trouve l'M23? L'M23 se trouve à Rutshuru. Et à Rutshuru, là où étaient installées les troupes rwandaises qui devaient surveiller les FDLR. Donc, quelque part, on sait maintenant, si on fait en tout cas l'analyse des connexions, on arrivera à comprendre que l'M23 n'a été que pourvu
le Rwanda. L'expertise menée dernièrement par l'ONU a démontré que, écoute, les mutins ont été ravitaillés par le Rwanda. C'est toujours le Rwanda qui a recruté, en tout cas, la plupart de troupes. Et voilà, donc nous ne pouvons pas dire plus que cela. Donc vous allez rejoindre M. Félix Mbaye en disant que tout cela, c'est le Rwanda, on le sait bien, mais comme vous le dites, c'est sous la bénédiction de quelle puissance occidentale? Bon, écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire seulement si on... Vous voyez, je fréquente le Palais des Nations depuis presque 30 ans. À chaque fois, même dans le mouvement des ONG, que j'ai fréquenté, c'est-à-dire dans lesquels j'ai pris part, j'ai participé, il était impossible de condamner le Rwanda pour tel ou tel méfait. C'est-à-dire, après le génocide de 1994 ou 1994, il était difficile de porter une accusation contre le Rwanda. Parce que toute accusation portée contre le Rwanda à cette époque-là était souvent assimilée comme une forme de révisionnisme du génocide. Voilà. Hein, donc c'est comme un enfant de 5 ans, choyé par les parents. Écoute, il a failli passer par un accident. Chaque fois qu'il commet en tout cas une gaffe à la maison, ah non, il ne faut pas le toucher, il faut pas. Et le Rwanda, pendant un certain moment, a vécu dans cette situation-là. Aujourd'hui, nous sommes assez contents de constater que la plupart des membres de la communauté internationale, par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo, ont compris que non, nous ne pouvons plus continuer à rester sur cette position. Nous avons compris que le Rwanda, en tout cas, est le formateur du trouble dans l'est du Congo. Juste pour revenir à la question que M. Mbaye avait soulevée, oui. Est-ce que le gouvernement congolais protège-t-il assez ses concitoyens? Est-ce que le gouvernement a-t-il les moyens pour protéger ses concitoyens? Écoutez, nous avons 9 frontières. Oui. Nos 9 frontières sont gardées. Il n'y a qu'une seule frontière, en tout cas, qui nous pose problème. Il n'y a qu'une seule frontière qui nous pose problème. Mais quand vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement avait menacé le Rwanda d'attaquer Gisenyi, Oui. Est-ce que vous avez cru, vous, que le militaire congolais avait des moyens pour aller bombarder Gisenyi? Le gouvernement congolais a le moyen de bombarder Gisenyi. Ah mais alors qu'est-ce qui se passe? Comment on n'arrive pas à mater la rébellion? Écoute, nous sommes dans une communauté régie par le droit international. Donc, nous faisons partie des Nations Unies. Si nous voulons porter, en tout cas, c'est-à-dire mener une action de force, il faut que cela se fasse selon les règles internationales. Donc, nous ne pouvons pas les faire comme ça. Je peux vous dire que notre armée a le moyen de porter la guerre à Kigali ou à Gisenyi, donc dans le Rwanda. Donc, si je comprends bien, nous allons dire au peuple congolais, femmes continuent à être violées, enfants continuent à être maltraités, creuser le coltan pour le Rwanda, hommes continuent à être violés parce que les hommes sont violés maintenant à l'est du Congo, et continuent à être méprisés jusqu'à ce que le gouvernement daigne avoir l'autorisation des Nations Unies avant d'intervenir. Non. Et, je viens de vous le dire. Cette nouvelle rébellion a commencé dans le Sud Kivu. C'est là où le premier coup de feu des mutins a commencé. Ils ont été matés vite par la puissance de notre armée. Aujourd'hui où ils sont réduits à l'endroit, c'est-à-dire à Rutshuru, à l'endroit où nous avons concédé à l'armée rwandaise pour surveiller les agissements des FDLR. Et maintenant, pour le poursuivre jusqu'à Rutshuru, qu'est-ce que l'armée attend? Non, nous ne pouvons pas le poursuivre parce que nous avons écoutez, la communauté internationale... Non, mais Rutshuru, c'est dans le territoire congolais. Oui, mais c'est dans les territoires congolais, en tout cas. Pour parvenir à une paix tout à fait équitable, on nous a demandé, en tout cas, de cesser notre progression pour arriver à une solution pacifique. Je peux. Oui. Voilà ce qui me fait peur. Justement, ça veut dire que le gouvernement congolais a le moyen d'attaquer Kigali et Gisenyi, mais il n'a pas le moyen d'attaquer ces gens sur notre territoire. Ça revient à dire quoi?
Non, nous avons aussi des moyens d'attaquer Et Rutshuru. pourquoi on ne le fait pas? On attend quoi? On attend de les intégrer dans l'armée pour qu'un nouveau M23 puisse réapparaître dans une année. Non, On attend quoi? non, non, compatriotes Mbaye. Nous n'attendons pas. Dès le moment où nous étions en guerre, la communauté africaine et internationale nous a interpellés pour dire, écoute, voilà, on procède au cessez-le-feu pour le moment. Nous avons essayé d'arriver à une solution pacifique à ces conditions. Le président de la République l'a dit. Il a dit, mon gouvernement, mon pays a le moyen politique, militaire, diplomatique pour arriver à la fin de cette situation. Mais ça, c'est entre la parole et les actes. Il y a quand même Mais à vous attendre, vous dites, écoute, ben évidemment, je comprends, ben vous êtes des compatriotes, vous trouvez, effectivement, vous compatissez à ce qui se passe à l'Est, vous voulez dire, écoute, bon alors, dans ces cas-là, boycottons, en tout cas, c'est-à-dire mettons à côté les solutions politiques ou diplomatiques et allons directement vers la solution militaire. C'est ce que vous préconisez. Mais apparemment, c'est comme si vous continuez à vous faire bercer par les paroles des autorités rwandaises, parce que il y a environ un mois, les autorités rwandaises ont publié un communiqué faisant état du retrait de ces soldats. Mais jusqu'à présent, on sent que il y a toujours la violence, il y a toujours la guerre, il y a pas mal de choses qui sont décriées par la communauté internationale. Et là, si vous continuez à vous dire qu'il faut attendre avant d'attaquer même à Rutshuru, c'est finalement ce qui ressort, c'est que il y a les langues les plus tranchantes disent même que le gouvernement est en accord avec Kigali pour cette guerre dans l'Est. Non, c'est faux, c'est archi faux, c'est absurde. C'est vraiment absurde de dire que le gouvernement actuel de Joseph Kabila est en connivence avec les Rwandais. C'est absurde. Écoutez, je vais vous dire une chose. En 2001, en avril, le président Kabila est passé ici avec l'ancien chargé d'affaires, Christian Kambinga, qui est mort aujourd'hui et qui nous a quittés, paix à son âme. Le chargé d'affaires s'est appuyé sur le groupe que j'avais, c'est un groupe de résistance contre l'occupation du Congo, pour organiser le passage du président Kabila ici. Nous avons demandé, nous, au président Joseph Kabila à l'époque, de parler avec les Congolais. C'était à l'hôtel intercontinental. Si j'ai une bonne mémoire, en tout cas, au risque de faire une citation apocryphe, mais j'ai restitué l'idée, le président Kabila a dit ceci: mes chers compatriotes, j'irai partout au monde pour trouver des solutions à apporter à la paix congolaise. Je vais négocier et parler avec tout le monde, y compris avec le diable. Ceux qui ont pris part à cette rencontre entre le président de la République et la communauté congolaise peuvent le témoigner. Nous avons une situation de guerre. S'il y a une opinion qui dit, écoute, il faut faire l'action militaire, oui, mais je vous dis, nous sommes dans une communauté internationale, il y a des règles pour mener les guerres. S'il y a d'autres nations qui ne les respectent pas, mais ça, peut-être vous pouvez m'attaquer sur cela en disant, écoute, le Rwanda, lui, qui fait partie de la communauté internationale, ne respecte pas cela. Mais nous disons, en tout cas, nous devons faire en sorte que, bien qu'agressés, nous puissions à la fin avoir toujours raison. Je vous l'ai dit, les Congos ne restent pas le bras croisé. L'action militaire a été tentée, on peut quand même conclure qu'il y a eu un échec, mais maintenant l'action politique peut-elle aussi être enclenchée? Non, l'échec, vous le trouvez où? Mais parce que jusqu'à présent, la partie de l'Est est toujours occupée par des rébellions que l'armée n'arrive pas à mettre dehors ou à mater. Non. Je sais pas. Non, il y a une rébellion qui est née au mois d'avril. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a celle la principale et celle-là. Non, il y en a quand même beaucoup qui sont tout autour de. Non. Aujourd'hui, en tout cas, devant la communauté, sur notre planète, ouais. C'est-à-dire dans l'est du Nord Kivu, nous avons la rébellion qui s'appelle M23. Il n'y a pas d'autres rébellions sur le territoire congolais pour le moment. Les solutions politiques, vous en avez les solutions politiques, parce que les solutions militaires plutôt a été essayées. Maintenant,
solution politique. Vous envisagez de tenter une solution politique, une action politique vis-à-vis de M23? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Nous nous sommes confiés. L'Union africaine nous a demandé de nous confier au président Yoweri Museveni, qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, afin tout justement de faire attendre notre raison à M23. Je crois que le président Museveni a reçu les dirigeants de M23 sur cela. Êtes-vous du même avis que M. Pochot? Non, je crois que je peux contredire plusieurs choses, notamment, si vous me permettez. Allez-y. Je parle du lobbying congolais. Donc, je crois que mon aîné dit que le Congo a fini par se faire entendre, alors qu'on ne pouvait pas condamner le Rwanda. Bon, voilà, on sait tous que c'était très difficile, c'est vrai. Mais bon, si le Congo a fini par faire plier, si c'était le Congo qui l'avait fait, je ne comprends pas pourquoi le rapport Mapping a été boudé par les autorités congolaises, par la bouche de Mende lui-même, qui accusait l'ONU d'exagérer dans ce rapport, alors que l'ONU parlait de 3 500 000 âmes perdues, et nous, on pense que c'est plus de 8 millions, mais lui, il disait que c'était exagéré. Donc, pour un porte-parole du gouvernement, c'était inquiétant. Par rapport aux frontières, nous n'avons pas de problème qu'avec l'Est. Vous savez que l'Angola se balade au Congo comme il veut. Les soldats angolais vont même jusqu'à Kitona, et puis ils repartent chez eux. Ils ont occupé Kayemba, je ne sais pas quelle est la situation actuellement, mais il fut un temps où ils sont entrés, ce drapeau angolais a flotté à Kayemba. Donc nous avons de soucis avec beaucoup. Et je pense que même, il faut vous méfier même de la Zambie. Prenez la route de Lumbashi à Kasumbalesa, vous vous rendrez compte que cette frontière n'est même pas contrôlée. Donc moi je crois qu'il y a un gros problème. Et M. Etumba, que je ne considère plus comme un général parce qu'il n'est à la tête de rien du tout. Il ne faut pas exagérer. J'ai dit les choses comme je le pense. Non, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, et je ne le ferai pas d'ailleurs. Hein. Je pense que quand un général d'armée n'arrive pas à tenir des troupes, il faut qu'il ait le courage de déposer sa tenue et d'aller faire les champs de manioc dans son propre village, dans son petit village. Mobutu l'avait fait. Sans le dire bien sûr, mais il l'avait fait, il s'était replié à Gbado. Je crois ici que le gros problème du Congo reste son armée. C'est un pays qui a été vidé de ses officiers, déjà sous l'AFDL. Vous savez comment on a humilié les officiers, alors que les généraux voleurs avaient fouillé le même jour que Mobutu, mais on a humilié les colonels, les capitaines, vous imaginez, et beaucoup sont morts. À partir de là, des rébellions ont commencé à naître partout. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette armée? On a fusionné, c'est-à-dire on a appelé ça brassage. Aucun pays au monde, aucun, ne va brasser les rebelles pour les mettre dans l'armée. L'armée, c'est le siège des génies. Les gens les plus intelligents, les plus costauds, les plus forts, deux fois les plus beaux, sont dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe avec cette armée, des petites ramassis? Avec cette armée-là, nous n'irons nulle part. Mais Félix, on dit toujours un homme, une mission et les moyens. Alors même si on avait gardé tous ces généraux-là, vous êtes sûr qu'ils auraient dû faire quelque chose aujourd'hui face à toutes ces rébellions à répétition? Je rectifie. Les généraux, voleurs et commerçants avaient pris la poudre des scampettes le même jour que Mobutu. Il y restait dans cette armée des grands messieurs, des colonels qui étaient déjà humiliés et ridiculisés par Mobutu. Je ne veux pas citer, mais je préfère... Vous en connaissez combien? Je connais beaucoup. Je connais le colonel Kalombo qui a été tué dernièrement, dont on a refusé l'autopsie alors que la famille avait exigé. Je connais des dignes majors, major Pika et tout. Il y en a plein. Je vais citer. Je refuse de citer mon père exprès. Mais je pense qu'à un moment donné, l'État congolais doit se dire que le Congo avait mis beaucoup d'argent pour former des hauts cadres dans toutes les grandes académies du monde. En Amérique, en Angleterre, en Israël, au Maroc, en Égypte, un peu partout dans le monde, en France, en Belgique, et que ces gens existent, même certains ont vieilli, ils peuvent servir par leur expérience, au lieu de ramasser des petits bonhommes qui vendaient, je sais pas, quelques bouts de beignets à gauche, à droite. D'ailleurs, très souvent, ce sont des gamins qu'on prend et qu'on intègre dans l'armée, et puis après, en faire des soldats. Ça, c'est non, c'est pas ça. Et avec ces armées-là, je dis, les moyens, mais les moyens, il y en a. Vous savez combien touche un député congolais? 10 fois plus qu'un député roumain. Mais nous délirons. Pourquoi autant d'argent? Ça, c'est jeter de l'argent. Et les poches du président mal élu ou pas élu du tout, lui-même, souffrait que je dise ça. Et lui-même
le monsieur, il touche combien? C'est beaucoup d'argent jeté. Le Congo a de l'argent, le Congo a des moyens. Ça, c'est pas un souci. Et je crois que ça fait 10 ans qu'on a la même personne à la tête du pays, mais on forme un officier militaire en combien de temps? Les faux qui est à Kananga, formés en 3 ans, on avait un sous-lieutenant. En 3 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays où tout le monde est général et personne n'a jamais gagné une seule guerre? Nous avons un souci. La valeur d'un être humain est aussi de reconnaître ses limites et dire voilà, on a échoué, repartons à zéro. Hubert Pochot, je pense que donc par rapport à ce que dit Félix Mbaye, est-ce que il faut revoir à la hausse le budget alloué à l'armée? Non, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Évidemment, bon, il a fait quelques digressions sur lesquelles je ne pourrais pas revenir, sur le salaire du chef de l'État que je ne connais pas, dont je ne connais pas les montants. Et ceux des parlementaires. Oui, des parlementaires, évidemment. En tout cas, par rapport aux propos d'aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait difficile. Notre armée est équipée comme une armée doit l'être. Je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, l'AFRICOM, c'est-à-dire l'armée américaine dans ses opérations extérieures dans le territoire, qui sont en dehors du Moyen-Orient, plus particulièrement donc en Afrique, a son siège au Congo. Donc, nous avons l'armée belge, il n'y a pas longtemps, venait de former un bataillon d'éléments congolais. Mon compatriote Mbaye disait, écoutez, quand le régime Kabila est arrivé, est-ce que vous avez appris que les généraux, les colonels, je vais dire des officiers qui ont travaillé avec Mobutu ont été tués, zigouillés au moment où l'AFDEL est arrivé à Kinshasa? Vous pouvez me citer des noms? Vraiment? C'est-à-dire comme ça? La plupart de ceux qui sont tombés, c'est parce qu'ils sont tombés, ils avaient les armes à la main, ils ont résisté à l'arrivée de l'AFDEL. Seulement, en tout cas, d'une façon gratuite, qu'on est allé... Moi, j'ai des frères, j'ai des cousins qui ont travaillé du temps de l'armée de Mobutu et qui sont toujours là. Le général Etumba aujourd'hui, c'est un officier, c'est un breveté d'état-major formé à l'académie belge, mais il est là, il a travaillé du temps de Mobutu, aujourd'hui il est là. Est-ce qu'il a été aiguillé? Vous en connaissez d'autres à part Il y en a beaucoup. Hein? Je ne pourrais pas les citer ici, il y en a beaucoup qui sont là. C'est vrai qu'à un certain moment, en tout cas, lors de l'occupation par le Rwanda et l'Ouganda, notre armée, oui, c'est vrai, a été en tout cas prise à défaut par cette agression. C'est vrai. Mais nous avons mis du temps pour réorganiser et aujourd'hui nous pouvons dire, je viens de vous le dire, cette rébellion a commencé dans le Sud Kivu et nous l'avons vite évacuée du Sud Kivu. Excusez-moi. Oui, allez-y. Ça veut dire que tout va bien? Non, je ne dis pas que tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez. Avec une armée qu'on a, qui est chers bien compatriotes, vous l'avez dit, ce n'est pas une agression interne, c'est une agression extérieure. Donc, nous n'avons pas le moyen de contrôler aussi l'extérieur. Donc au-delà des frontières. Mais voilà, vous pouvez être dans votre maison, en tout cas, vous ne contrôlez pas quel voleur va venir. Comment vous serez agressé? Si les portes sont bien fermées quand même, je pense que même si les portes sont fermées. Mais écoutez, quand même votre porte, quand même. Il existe une infraction pénale qu'on dit par effraction. C'est que la porte était fermée. Soit vous étiez absent, ou vous étiez peut-être en train de dormir. Vous pouvez être dedans, et puis être agressé. Et on ne peut pas réagir. Mais si nous avons réagi. Si nous avons réagi. Tout va bien. Non. En dehors des Rutshuru. Non. Vous avez libéré le sud de Kivu, donc tout va bien au sud Kivu. Non, compatriote Mbaye, je vous dis ceci. La situation aujourd'hui dans l'Est préoccupe autant le président de la République que le gouvernement, et y compris les Congolais, y compris vous. Évidemment, cette situation nous préoccupe. Mais vous avez une partie de nos compatriotes qui, au lieu de dialoguer politiquement, ont décidé de prendre les armes. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout justement contre un esprit rebelle qui veut prendre les armes pour s'expliquer à vous?
Donc, il y a une autre rébellion qui n'est pas M23, qui existe à l'est du Congo, comme vous l'avez posé la question tout à l'heure. Non. Pour le moment, nous avons une rébellion qui s'appelle M23. Cette rébellion-là, je veux vous rappeler, quand nous avons terminé Sun City, nous avons demandé à MLC de faire intégrer ses troupes dans l'armée congolaise. Nous avons demandé à RCD Goma de faire intervenir ses troupes, de faire donc de faire intégrer ces troupes. Le passage. Aujourd'hui, le régime Kabila et le gouvernement sont en train de solder le passif des RCD Goma. Qui s'en prend à RCD Goma? Est-ce que le RCD Goma peut nous dire aujourd'hui combien de militaires, combien de militaires il a apporté, il a intégré dans l'armée congolaise? Nous sommes en train de vivre le passif des RCD Goma aujourd'hui avec cette histoire. Alors, il faut rebondir et expliquer à tout le monde que le RCD Goma, c'est l'allié du PPRD. Hein? Non, l'allié du PPRD, l'allié n'est pas notre allié. Non? Non, pas du tout. Allié en quoi? Voilà, je crois que le monde entier comprendra que j'ai dit une bêtise, si ça en est une. Non, okay. Non, allié en quoi? Bon. En politique, écoutez, les RCD Goma se réclament au jour d'aujourd'hui, les RCD Goma, par la parole de son chef, se réclament de l'opposition. Donc, nous sommes dans le gouvernement, les RCD Goma ne peut pas être notre allié. Ok, je voulais rebondir si vous autorisez. Allez-y, oui. Au moment où le FDL prend le pouvoir, le FDL n'a pas d'armée. Le FDL est essentiellement appuyé par les armées rwandaises et ougandaises. C'est par après, quand l'Amérique a compris que c'était une bourde, qu'ils sont allés chercher quelqu'un pour représenter un mouvement qu'on a appelé FDL. Après, il y a des Congolais qui ont adhéré. Je ne dis pas que... non, après les Congolais ont adhéré. Mais jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila arrive à Lubumbashi, il est escorté essentiellement par ces deux armées-là. Donc, à chaque passage, tombaient les officiers congolaises ex-zaïroises. Et quand il est arrivé à Kinshasa, il a recyclé. Alors, le mot est fort. On a recyclé les officiers militaires qui étaient déjà émulés par Mobutu, et je me répète, à Kitona. Un officier militaire avec son petit soldat. Likilia, Namokonzinae, dans un même endroit. Ceux qui ont une idée de l'armée savent que c'est pire qu'un blasphème contre Dieu. Mais bon, ce sont des méthodes, des maquisards peut-être, on accepte. Et depuis ce temps, l'armée congolaise ne s'est jamais remise. Pourquoi? Parce qu'à sa tête, on avait qui? On avait l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, James Kabarebe, que certains appelaient Kabare, pour dire qu'il était congolais. Mais quand nous avions crié pour dire qu'il n'était pas congolais, et que cette armée-là était l'armée mono-ethnique rwandaise sur nos terres, et dans les lots, il y avait un certain commandant Hippo, Joseph Kabila, dans le lot, qui est président de la République aujourd'hui. Écoutez, moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Ma tête est mise à prix, et je m'en fous, elle ne coûte pas beaucoup. Elle ne coûte pas... Ah, mais vous savez, un jour, quelqu'un dans votre ambassade m'a dit, aucun des sous Kinshasa. Non. Ah, voilà. Donc, je voulais revenir par... Excusez-moi, juste ça. Vite. Juste, je suis étonné de voir que pour attaquer Rutshuru, on n'a pas le moyen. Mais non. Pour attaquer... Non. Bon, on n'ose pas. On n'ose pas. Oui. Mais pour attaquer les Enyélé à l'Équateur, on a les moyens. Pour attaquer les Bundu Dia Congo, un mouvement civil, on a les moyens. Pour attaquer John Chibangu, on a 600 hommes, mais je ne comprends plus. Alors. Non, écoutez, on dit toujours la comparaison n'est pas raison. Voilà, écoutez, le mouvement qui se sont élevés, les mouvements insurrectionnels, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans le Bas-Congo, si vous vous rappelez très bien les rapports faits par la MONUC à l'époque, la MONUC a conclu en quoi? Que l'acte du gouvernement était légitime, mais qu'il y a eu disproportion dans l'utilisation de la force. Ça veut dire? Bon, ça veut dire que l'acte du gouvernement, le gouvernement devait utiliser la force pour établir l'ordre public, mais et qu'il a exagéré en tout cas dans le moyen utilisé. Oui, mais je vous l'ai dit, vous pouvez trouver ces rapports de la MONUC. Quand Boudou Diakongo a commencé, vous savez combien de fois le gouvernement a tenté de parler avec leur chef
pour dire, écoutez, allez trouver vos troupes. Moi, Pour je voudrais les savoir apaiser. combien de fois. Je suis curieux de savoir. En tout cas, je peux vous dire qu'il peut témoigner au moins 10 fois. Donc, on a des documents qui attestent. Oui. Ok, moi, je serais curieux, effectivement, que vous nous les ameniez. Je vous dis, je crois, le chef s'appelle Deboulou Dianko. Tsemi, non Tsemi. Oui, oui. Moi, là, c'est- Écrivez-lui. Vous lui posez cette question. Vous lui dites, écoute, avant que le gouvernement n'aille dans le Bas-Congo, combien de fois vous avez été approché par le gouvernement? On est même passé par l'évêque, l'un des évêques du Bas-Congo à l'époque, pour lui parler. Et le gouvernement est intervenu quand? Le gouvernement est intervenu, c'est-à-dire une semaine après avoir appris que au moins une dizaine de policiers, au moins une dizaine de policiers ont été massacrés dans le Bas-Congo. Dans ces cas, il faudrait combien de semaines alors pour qu'ils interviennent à Rutshuru? Parce qu'il Mais y a pas mal non, de policiers non. qui sont massacrés Mais aussi. écoute, nous suivons l'actualité. Oui. Au moment où nous avons voulu attaquer le M23, la communauté africaine a pris les choses à main pour nous dire, écoute, venez à Addis Abeba, nous allons discuter de ces problèmes. Voilà. On a un gouvernement qui Mais passe maintenant, d'accord en accord. Félix et Hubert, maintenant nous voulons que vous proposiez des solutions pour mettre fin à ces conflits, à ces rébellions à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a quelque temps, environ un mois, que le gouvernement congolais a lancé une opération, l'enrôlement des jeunes soldats au sein de l'armée congolaise, parce que on cherche 10 000 hommes. Non, c'est 100 000 hommes, à moins que je me trompe. Donc c'est ça que le gouvernement vient de lancer. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une solution pour aider à ce que les forces armées congolaises puissent aller au front et finalement bouter hors du Congo les rébellions M23 et d'autres? Non, je ne crois pas que les recrutements, en tout cas annoncés par le gouvernement, avaient un rapport avec ce qui se passe à l'Est. Peut-être au jour d'aujourd'hui, bon, on a besoin en tout cas de revigorer nos troupes. Mais l'objectif... Mais nous avons dit tout au début, que cette rébellion a une main derrière, et cette main, c'est une main étrangère, c'est le Rwanda. Voilà. Donc nous faisons en sorte que il faut en tout cas désarmer l'armée extérieure, c'est-à-dire dissuader le Rwanda et continuer à soutenir cette rébellion. Et vous verrez très bien que le M23 va disparaître. Par quel moyen vous allez dissuader le Rwanda de ne plus renforcer les rébellions? Eh bien, nous utilisons les moyens diplomatiques. Lesquels, par exemple? Écoute, nous avons saisi le Conseil de sécurité pour cela. Nous l'avons fait. Nous avons fait intervenir les pays amis, donc c'est-à-dire la Belgique. Nous avons fait intervenir la France. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que hier 27 septembre, oui, à New York, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, en tout cas, a demandé au Rwanda, en tout cas, d'avoir une volonté politique pour arrêter le soutien à M23. Mais l'enrôlement qui a été lancé, c'est à quelle fin finalement? Parce que vous dites que c'est pas pour bouter hors du territoire congolais. Écoutez, une armée renfloue ses troupes au fil d'un cycle. Si au bout de 5 ans, si les derniers recrutements dataient des 5 ans, évidemment, au bout des 5 ans qui arrivent, il faut voir, parce qu'il y a d'autres qui doivent partir à la retraite, et donc il faut de nouvelles valeurs pour rejoindre l'armée. Mais ça n'attire plus la jeunesse, surtout parce que c'est mal payé, c'est quelques poignées de dollars, et pour aller au front, donner son sang. J'aurais souhaité que vous parliez du franc congolais, mais non. Nos militaires sont payés en franc congolais. Voilà, donc ils sont pas payés en dollars. En tout cas, ça je ne crois pas. Voilà, parce que... À part des solutions militaires, oui. Est-ce qu'il y a-t-il des solutions politiques à proposer au M23 pour essayer de ramener le calme dans l'Est du Congo? Écoutez, le M23 se fait passer comme des militaires. Ils ont créé un bureau politique. Non, voilà, j'ai dit, le M23 d'abord, il s'est fait passer comme des militaires. Et ils doivent savoir, si ce sont vraiment nos compatriotes, si ce sont des militaires, ils sont dans une armée, et que la première règle de l'armée, c'est la discipline.
ils doivent se soumettre à leur chef, et leur chef actuel, c'est le général Etumba, qui leur a demandé, qui a demandé à certains officiers de procéder à la permutation. Voilà. Ils n'ont pas voulu respecter cette règle. Et on a tout fait, en tout cas, pour les amener à la raison. Ils n'ont pas voulu. Mais voilà, ils se sont rebellés. Que voulez-vous qu'on puisse encore leur demander? Nous leur demandons seulement de se soumettre à la discipline Donc militaire. pas de dialogue avec le M23. Comme ça a été fait dans 1990, en 2003, par des accords à Manille. Il y a eu beaucoup d'accords signés, 96, 2003. Je n'ai pas toutes les dates en tête, mais il y a quand même des accords qui ont été signés sur le plan politique. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il aussi une solution politique? Je ne saurais pas vous répondre, hein, parce que je ne sais pas exactement ce que le gouvernement propose, mais en tout cas, à attendre l'opinion. Non, le coup de M23 ne mérite plus dialogue. Ils doivent se soumettre, en tout cas, au droit congolais, c'est-à-dire à la règle, la discipline militaire, et puis revenir. S'ils veulent être un mouvement politique, ils ne peuvent pas être un mouvement politique armé, parce que notre démocratie ne le permet pas. Y a-t-il des solutions politiques à apporter? Tout d'abord, je m'attarde sur la dernière phrase de mon aîné. Notre démocratie ne le permet pas, non. Vous savez comment, ces 15 dernières années, on a créé l'élite politique au Congo. On a créé l'élite politique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un personnage a pris une arme à feu, on l'a transformé, on a transformé son mouvement en groupe politique. On a négocié avec, on a intégré les autres dans le brassage, et s'il y en avait un ou deux qui savaient lire et écrire, ça y est, voilà, lui il est politicien, il venait à Kinshasa, il avait un poste. Même après les élections de 2006, c'est comme ça que Nkunda Batouare a imposé sa volonté, et là tout le monde avait dit qu'il fallait négocier avec lui, après les élections. Donc la classe politique congolaise est ainsi faite depuis les 15 dernières années. Partout dans le monde, l'élite politique est formée dans des grandes écoles, dans des grandes universités, dans des associations, dans des partis politiques. Au Congo, il faut prendre une arme à feu, tirer sur un bonhomme, violer sa femme, après on a une autorité, et on vient à Kinshasa, on est respecté. C'est ça, tout l'entourage de toutes ces personnes-là. Opposition, ceux qui sont dans l'opposition dans l'hémicycle, comme les Roger Lumbala, sont arrivés comme ça. Ceux qui sont au pouvoir, comme les Joseph Kabila, moi je ne l'appelle pas comme ça, sont arrivés au pouvoir par ce moyen-là. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas demander à un Congolais aujourd'hui de faire différemment. Le petit Congolais du coin, s'il veut devenir politicien, il prendra les armes. Pourquoi il ne les ferait pas? Parce que ça, c'est la recette qui paye. Nous disons que trop, c'est trop. Il faut arrêter avec cette façon de voir les choses. J'ai entendu mon aîné citer Museveni et la conférence internationale de la région des Grands Lacs. C'est qui Museveni? C'est le parrain de Kagame. Museveni a attaqué le Congo et est encore sur le territoire congolais sous prétexte qu'il cherche ses rebelles. Ça veut dire que le Congo est une porte ouverte où chaque voisin un peu énervé, on lui dit viens, va chercher tes rebelles toi-même. Alors on entre, on cherche les rebelles, au passage on tue 2 Congolais, on ramasse du coltan, on retourne chez soi. Voilà le Congo, mon pays, votre pays, le pays de mon aîné. C'est ça le pays? Non. Et Museveni, c'est pas quelqu'un chez qui on va aller discuter. Non, c'est notre agresseur. Il va encore nous faire plier. Comme les Rwandais ont dit, on n'est pas mêlés dans tout ça, mais il faudrait écouter la revendication de ces gens-là, d'origine rwandaise, des rwandophones. Ce sont des blagues. Pourquoi ils font ça? Pardon? C'est tout simplement parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a personne pour faire le bras de fer. La solution n'est pas dans ces recrutements sauvages, qui ressemblent de plus en plus à des enlèvements. Si vous suivez l'information à Kinshasa, il y a des quartiers où les gens ne sortent plus. Non, une armée ne recrute pas toutes les 5 années. Une armée recrute chaque année. Ça veut dire au besoin. C'était un exemple que je donnais. Je dis pas. Voilà. Voilà, c'était un exemple pour dire qu'à un certain moment, on peut constater qu'il y a un certain nombre, en tout cas. Donc il faut renouveler les effectifs. Voilà. Félix, allez-y. Voilà, j'ai mieux compris. La solution, oui. Donc voilà, on recrute toutes les années, on forme les gens. Que propose Alors, ce que nous, en tant que résistants, nous proposons en ce moment, c'est que tous les fils du Congo, de quelque parti que ce soit, après, dans ces partis-là, il y a beaucoup de punaises, des parasites. Dans beaucoup de partis au Congo, il y a beaucoup de parasites. Ces parasites retourneront chez eux, tôt ou tard, de gré ou de force. Nous ne garderons que les étrangers qui sont avec nous. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Même en Suisse, si tu trahis la Suisse, voilà. Des fois, tu trahis pas, on te récupère ton passeport et tu retournes chez toi. Ça arrive ici en Suisse. Donc, nous allons lancer un appel, et nous lançons déjà, pour que chaque citoyen congolais qui est prêt à défendre sa nation puisse rejoindre l'armée, les Congolais. Et après, nous allons nous arranger parce que ce pays-là a des armes.
Au Congo, il y a des armes. Et après, nous allons attaquer nos ennemis. Donc vous êtes pour l'enrôlement de jeunes Non, je suis pour les volontaires, D'accord. adultes et vaccinés. Vacciné. Voilà, adultes et vaccinés. Et quand on aura ces adultes volontaires qui vont adhérer, ils auront confiance. Et pour cela, il faudrait que la vraie classe politique puisse émerger pour qu'il y ait symbiose entre l'élite politique et la base, la population. C'est comme ça que l'armée aura suffisamment de force. Pourquoi un militaire irait mouiller sa tenue et de surcroît avec son sang pour que ces gamins restent à la merci de la nature afin que les parlementaires aillent abuser de leurs enfants orphelins? C'est ce qui se passe. Le Congo, c'est une jungle. Et la jungle, il faut l'arrêter. Donc nous allons lancer un appel, comme nous l'avons déjà fait, on va réitérer, pour que les gens puissent adhérer à l'idée d'aller renforcer une armée nationale faite des Congolais. Comme ça, une fois que cette armée sera mise sur pied, avec plus de 200 000 hommes... L'armée sera mise sur pied par qui? L'armée sera mise sur pied, parce que, en fait, quand j'ai dit cet appel-là, ça veut dire quoi? Moi, je compte sur les citoyens congolais, Qui sont de au tous pays bords, ou bien à qui l'extérieur sont du pays? en deux phases. D'abord, oui. D'abord au pays, d'abord. place, hein. Parce que je dis qu'il y a des armes au Congo. Je dis qu'il y a des gens au Congo qui peuvent se battre, et il y a des gens des personnes compétentes pour cela, et qui sont au Congo. Après, nous allons lancer cet appel aussi à l'étranger. Toutes les personnes qui savent gérer la chose militaire, qui sont dans des armées des autres, doivent revenir, comme les gendarmes Katangé étaient revenus pour rejoindre Mouzé Kabila. Ça doit se faire comme ça. Et seulement à partir de ces moments, nous allons frapper. Vous savez, dans le monde entier, cette histoire de diplomatie ne marche pas avec les petits pays. Non. Quand la Palestine veut badiner, Israël frappe, et Israël n'écoute pas parce que la Palestine n'a pas suffisamment de moyens pour frapper Israël. Je ne vais pas rentrer dans ce débat qui n'est pas un débat bantou. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut des rapports de force. Pourquoi Kagame pliera s'il sait qu'il peut coller 2 gifles à n'importe qui au Congo, quel que soit son nom, et puis qu'il va dire maître, j'ai compris. Mais le jour qui viendra, et qui verra qu'il a un mouvement de judo et que ses petites jambes vont survoler le sol à une hauteur considérable pour être écrasé par la tête, Kagame va réfléchir. Et Kagame sait que le Rwanda n'est pas un pays militaire. Il le sait. Et il compte sur la division et la destruction. Parce qu'ils ont placé des gens à tous les endroits. Vous savez combien il y a d'officiers Tutsis rwandais dans l'armée congolaise? Vous n'allez pas... Mais c'est la même Félix, armée dont vous réclamez que les jeunes puissent se rejoindre. Mais justement, non. Mais parce que nous parlons de l'armée libre. Ça veut dire que maintenant, je vous dis très clairement, Voilà. moi, je suis contre le monsieur qui se fait appeler Joseph Kabila. Ce n'est pas avec lui que nous allons amener le Congo dans une libération. Je suis contre le monsieur Feignant Etumba, qui n'est pas un général qui doit retourner aller planter du manioc dans son village natal. Je suis contre tous ces phénomènes-là. Je suis pour Félix, une nouvelle armée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les jeunes à l'armée? Parce que il faut quand même un bon salaire, il faut du matériel efficace pour lutter contre... Une bonne formation, il faut de Et puis une moyens. bonne Il faut une formation. formation. Oui. Pour l'instant, les officiers, nous les avons. Un officier, c'est quelqu'un qui trace des plans, qui connaît le terrain, qui sait comment expliquer aux jeunes comment aller au fond. Un soldat peut se former très rapidement, en 3 ou 6 mois. Un soldat à Likili. Très rapidement, on le met sur le terrain. Mais j'ai dit, on prend des personnes qui sont motivées. Et donc, pour cela, il faudrait que les gens, il y a à Kinshasa, des gens qu'il faut écouter et qui sont prêts, des politiciens intelligents, comme Fumutoto, comme Luyeye Norbert, qui sont prêts à prendre cette affaire en main, parce que ceux qui ont de l'argent et qui bouffent l'argent du Congo Pour n'ont vous, pas envie. c'est la seule solution, c'est-à-dire rejoindre quelle armée? C'est la seule solution que vous proposez? Non, il n'y en a pas d'autre. Après, il y a une solution Laquelle? politique. Oui, laquelle? Et cette politique, j'ai dit, il faut la faire sans ceux qui ont détruit ce pays-là. Faire émerger, d'abord, Allez-y, vous savez, nous avez discutons été d'un ministre. sujet ici, en omettant tout simplement de dire que le gouvernement actuel n'a pas la confiance du peuple, parce que c'est un gouvernement qui est passé en force, tout simplement, qui a triché les élections. Non, pas du tout. Excusez-moi, comment vous avez les rapports? Excusez, non, on est obligé. Nous ne sommes pas encore sûrs. Ah, ok. Ça, on aura un autre débat. Ça, Oui, ça, oui. c'est sur les élections. ça, c'est un numéro inaugural. Je serais ravi Oui, ça va venir, d'amener oui. tous les documents, je dis bien tous les documents, et je voudrais que mon aîné fasse de même. Maintenant, pourquoi je parle de ça? L'armée, le moral des hommes en uniforme, n'est au zénith que lorsque les dirigeants sont en confiance avec la base. Sinon, c'est impossible. D'accord. Vous voulez réagir rapidement? Non, il y a pas mal d'amalgames qu'il est difficile de réagir. Bon, qu'il y ait des officiers qui veulent relever notre armée, ben évidemment,
ils sont les bienvenus. Et je me demande où est-ce qu'ils sont. Aujourd'hui, peut-être il n'y a que, c'est pas la résistance qui connaît les vrais officiers, mais je crois qu'il y a une part. Notre pays, le Congo, ne peut pas dire que c'est un pays exempt des défauts, des difficultés. Oui, mais seulement, il faut procéder à des analyses qui sont des analyses réelles, factuelles. Vous avez 10 ans pour ça. Oui, c'est vrai. Ben, évidemment, nous avons 10 ans. Ben, écoute, même les pays qui marchent, on connaît tout. Vous savez, la légitimité politique, c'est comme un tricot. Vous le confectionnez aujourd'hui, il se détricote la nuit et il faut reprendre. C'est ça la légitimité politique. Vous ne pouvez pas réussir en politique directement en disant, écoutez, ben, moi, j'ai été élu, je vais conduire. Non. La légitimité politique se construit chaque jour. Et ça se détricote chaque jour. Il faut revenir, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. C'est comme ça qu'il faut être en politique. Donner des solutions maintenant pour que Mais il en a déjà donné des solutions. Voilà, les solutions. Nous avons en face de nous une mutinerie, une rébellion. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Mais voilà, effectivement. Maintenant, quelle solution la solution, peut-être, c'est de chercher à demander à ceux-là des M23 de revenir à la raison. Pour vous, c'est la solution. Alors, évidemment, s'ils reviennent à la raison, s'ils déposent les armes, une question, Félix Mbaye, parce que nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous êtes prêt d'aller vous battre pour le Congo une fois si on lançait un appel comme celui-là à la diaspora aussi bien qu'à ceux qui sont à Kinshasa? C'est nous qui avons lancé cet appel depuis la diaspora. Êtes-vous prêt à aller Je suis prêt. Vous savez, il y a un moment où on dit, il faut savoir se jeter à l'eau. Tout combat que vous ne menez pas, c'est un héritage pour vos enfants. Moi, j'ai mes gamins. Moi, je sais que tôt ou tard, ici dans ce pays, on leur dira, retournez chez vous. Si on va me dire chez moi, dans mon pays, retourne chez toi, ça commence à devenir un grand souci. Il fait beau être étranger au Congo pour être respecté. Non. Moi, je suis prêt. Et avec mes amis, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller défendre notre pays. Mais je voulais quand même poser une question, au fait, à mon aîné. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, c'est une plateforme qui regroupe tous ces pays de l'Est plus le Congo. Je ne sais même pas pourquoi on les appelle Grands Lacs, parce que ils n'ont pas des Grands Lacs. C'est nous qui avons les Grands Lacs. Et ils ont un petit bout des lacs. Maintenant, ma question. Là-dedans, il y a le Rwanda. Qu'est-ce que cette plateforme dit aux Rwandais? Ah oui, non. Écoutez, quand on s'est réunis à Addis Abeba, on a mis sur la table du Rwanda les rapports experts menés par les Nations Unies, confectionnés par les Nations Unies sur les soutiens que le Rwanda apporte au M23. Mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda continue à nier le fait. Mais eux, ils disent quoi? C'est IRGL. Oui, maintenant. Évidemment, ils continuent. Écoute, une question à vous deux directement. Quel avenir pour le Congo dans les prochaines années? L'avenir du Congo, oui. Merveilleux. Merveilleux. Parce que nous avons pris conscience. Enfin, le Congolais n'est plus défini comme beer, money and wife. Le Congolais a pris conscience. Vous savez, tous ceux qui remplissaient les salles pour danser Simekoli sont ceux-là qui aujourd'hui disent « Nous voulons la liberté du Congo. Nous allons libérer le Congo. » D'accord. Quel avenir pour le Congo, M. Pochot? Bon, je ne sais pas ce qu'on attend par la libération du Congo. Moi, le Congo, il est libre, il est souverain, il est là, il a quelques difficultés. Le Congo, écoute, en tant que Congolais, je ne peux que souhaiter un bon avenir pour mon pays. Très bien. Merci beaucoup Hubert Pochot et Félix Mbaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous rappelle que c'est un numéro inaugural et certainement on va continuer pour les débats. Et certainement, on va désormais ranger les gants dans les vestiaires. C'est la raison qui va prendre les dessus sur la violence, sur la bastonnade certainement. Merci à vous qui nous suivez. Merci aussi à l'équipe technique menée par Chris Fallo et à nos caméramens Jérôme Miguel et Patrick Bossao. Encore une fois, merci à CBB World TV et à Parlons-en qui nous Europe. Et à bientôt.